Bonjour chers auditeurs, et bienvenue dans ce voyage captivant que nous allons partager ensemble. Avant de plonger dans cette histoire énigmatique d'un royaume oublié, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. Vos likes, commentaires et abonnements sont ce qui rend cette chaîne possible. Que vous soyez ici pour vous détendre, pour rêver ou simplement pour passer une bonne nuit, sachez que vous êtes au bon endroit. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous porter par la voix et l'histoire, et laissez vos pensées s'évader vers des contrées magiques. Bonne écoute et merci encore d'être là. Dans un monde où le temps semble avoir effacé toute trace d'un passé glorieux, un mystérieux inconnu surgit de nulle part pour raconter l'histoire d'un royaume oublié. Ce récit, teinté de mystère, de magie et de drame, suit les aventures d'un peuple disparu, dont les secrets sont enfouis sous des ruines silencieuses. À travers 7 chapitres riches en rebondissements, l'inconnu dévoile peu à peu les légendes, les conflits et les destins tragiques qui ont conduit ce royaume à sa ruine. Mais qui est cet homme énigmatique? Pourquoi connaît-il si bien ces histoires? Et surtout, pourquoi choisit-il aujourd'hui de les partager? Plongez dans cette aventure hypnotisante où chaque mot vous emmène plus loin dans un univers fascinant et apaisant. Chapitre 1. L'apparition de l'inconnu. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque j'entendis un bruit léger derrière moi. Je me retournai vivement, mais il n'y avait personne. C'était étrange. J'étais certain d'avoir perçu quelque chose. Un murmure peut-être? Ou le froissement d'une cape dans le vent? Je me trouvais sur un chemin désert, bordé d'arbres immenses dont les branches semblaient vouloir griffer le ciel. La lune, presque pleine, projetait une lumière argentée sur le sol. J'avais décidé de marcher ce soir-là pour échapper aux pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit, mais maintenant je commençais à regretter ma décision. Le bruit se fit à nouveau entendre, plus proche cette fois. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Puis, soudain, une silhouette apparut devant moi. Elle semblait surgir, de nulle part, comme si elle avait été dissimulée par les ombres elles-mêmes. L'homme, car c'était un homme, portait une longue cape noire qui ondulait doucement dans la brise nocturne. Son visage était en partie masqué par une capuche, mais ses yeux brillaient d'une lueur intense, presque hypnotique. Il ne dit rien pendant un moment, se contentant de m'observer avec une expression indéchiffrable. « Qui êtes-vous » demandai-je enfin, ma voix tremblant légèrement. Il sourit, mais ce sourire ne ressemblait pas à ceux que l'on adresse habituellement. Il était à la fois bienveillant et énigmatique, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. « Je suis celui qui garde les souvenirs », répondit-il d'une voix basse et mélodieuse. « Les souvenirs d'un royaume oublié. » Je fronçai les sourcils, intrigué malgré moi. « Un royaume oublié » répétai-je. Il hocha lentement la tête. « Oui, un royaume qui existait autrefois, avant que le temps ne l'efface. Un royaume dont plus personne ne se souvient, sauf moi. Et ce soir, je vais te raconter son histoire. » Avant que je puisse poser une autre question, il tendit une main vers moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je la pris sans hésiter. En un instant, tout changea autour de nous. Le chemin sombre et froid disparut, remplacé par une vaste étendue de verdure baignée de lumière dorée. Au loin, je pouvais voir les contours d'une immense cité, encerclée de montagnes majestueuses. « Bienvenue dans le royaume d'Elarion », murmura l'inconnu. « Ici commence notre histoire. » Et c'est ainsi que débuta le premier chapitre de ce récit fascinant, où chaque secret révélé n'en appelait qu'un autre, et où chaque réponse soulevait de nouvelles questions. Mais, avant de plonger dans le récit lui-même, l'inconnu prit le temps de m'expliquer certains détails cruciaux. Elarion n'était pas un simple royaume, c'était un lieu unique, où les frontières entre le monde physique et le monde spirituel étaient ténues. Les habitants y vivaient en harmonie avec la nature, mais aussi avec des forces qu'ils ne comprenaient pas toujours. Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots. Les légendes disent que le royaume fut fondé par un peuple ancien, les Aratéens, qui possédaient un savoir perdu aujourd'hui. Ils avaient découvert comment manipuler les éléments, communier avec les esprits et même prolonger leur vie grâce à une source mystérieuse,
La pierre d'éternité. Mon cœur battait plus vite. La pierre d'éternité, répétai-je intrigué. L'inconnu acquiesça. Une relique sacrée, capable de canaliser une énergie inimaginable. Mais avec un tel pouvoir vient un prix. Et c'est précisément ce prix qui a conduit au déclin d'Elarion. Il me guida alors à travers les plaines verdoyantes, jusqu'à une forêt dense où les arbres semblaient chuchoter entre eux. Nous entrâmes dans une clairière où une vieille stèle usée par le temps se dressait. Des runes gravées couvraient sa surface, mais elles étaient trop effacées pour être déchiffrées. Cette stèle marque l'endroit où la pierre d'éternité fut découverte, expliqua-t-il. C'était le début de tout. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la pierre n'était pas un don du destin, elle était un piège. Je restai silencieux, absorbant ces informations. L'inconnu poursuivit. Les Aratéens, dans leur quête de perfection, ont ignoré les avertissements des anciens prophètes. Ils ont utilisé la pierre pour bâtir leur empire, mais ils ont également ouvert une porte qu'ils ne pouvaient pas refermer. Une sensation glaciale me parcourut. « Quelle porte ?» osai-je demander. L'inconnu baissa les yeux, comme accablé par le poids de ses propres mots. La porte des ombres. Un royaume parallèle peuplé d'entités malveillantes qui attendaient leur chance de s'infiltrer dans notre monde. Nous restâmes là un moment, entourés par le silence pesant de la forêt. Finalement, l'inconnu reprit la parole. Mais assez parlé des origines. Pour comprendre la chute d'Elarion, il faut remonter à l'époque où la reine Amara régna sur le royaume. Elle fut celle qui scella involontairement son destin et celui de son peuple. Et c'est ainsi que l'inconnu me transporta à nouveau, cette fois vers la cité d'Elarion sous son apogée. Ses rues animées, ses tours dorées et ses habitants joyeux formaient un tableau idyllique. Mais sous cette apparence trompeuse, se cachèrent des tensions croissantes, des rivalités politiques et des secrets enfouis qui allèrent bientôt éclater au grand jour. Chapitre 2. La gloire d'Elarion. Le paysage s'étendait devant moi comme un tableau vivant. La cité d'Elarion brillait sous le soleil, ses tours dorées reflétant la lumière avec une intensité presque divine. Des rivières scintillantes serpentaient entre les collines, nourrissant des champs verdoyants où des paysans travaillaient joyeusement. Tout semblait paisible, harmonieux, parfait. Elarion était un royaume prospère, expliqua l'inconnu, sa voix résonnant doucement à mes oreilles. Ses habitants vivaient en paix, protégés par leurs dirigeants sages et justes. Ils avaient appris à maîtriser les forces de la nature, utilisant leur savoir pour enrichir leurs terres et leur culture. Je hochai distraitement la tête, absorbé par la beauté de ce que je voyais. Mais quelque chose me perturbait. Si ce royaume était si magnifique, pourquoi avait-il été oublié? Comme s'il lisait dans mes pensées, l'inconnu poursuivit. Tout cela n'était qu'une façade. Sous cette surface idyllique se cachèrent des forces obscures, des vérités cachées que même les dirigeants eux-mêmes ignoraient. Il me guida alors à travers les rues animées de la cité. Les gens nous saluaient respectueusement, bien que nous soyons invisibles à leurs yeux. Nous passâmes devant des marchés colorés, des ateliers d'artisans et des temples majestueux. Chaque détail semblait raconter une histoire, chaque pierre murmurait un secret. Mais au cœur de la ville, dominant tout le reste, se dressait un palais immense. Ses murs étaient ornés de sculptures complexes représentant des scènes mythologiques. Des gardes en armure étincelante patrouillaient devant ses portes massives, tandis que des bannières flottaient fièrement au vent. « C'est ici que tout a commencé », murmura l'inconnu. « Dans ce palais, où les ambitions humaines ont fini par surpasser la sagesse. » Il me conduisit à l'intérieur, où nous découvrîmes des salles luxueuses remplies de trésors inestimables. Mais au centre de tout, dans une grande salle du trône, se tenait une femme. Sa beauté était saisissante, mais son regard était dur, presque cruel. « Voici la reine Amara », dit l'inconnu. Elle fut celle qui mena Elarion vers sa gloire et vers sa chute. Amara était assise sur un trône sculpté dans une pierre noire veinée d'or. Son sceptre, incrusté de gemmes éclatantes, reposait sur ses genoux. Elle semblait perdue dans ses pensées, mais son visage exprimait une détermination implacable. La reine Amara était une souveraine redoutable, continua l'inconnu. Elle avait hérité du trône après la mort prématurée de son père, le roi Eldrin.
À l'époque, beaucoup doutaient de sa capacité à gouverner, car elle n'avait que 20 ans. Mais elle prouva rapidement qu'elle possédait une intelligence politique exceptionnelle et une volonté de faire. Nous observâmes alors une scène qui semblait se dérouler directement devant nous. Dans la salle du trône, des conseillers s'avançaient pour discuter des affaires du royaume. Certains proposèrent des stratégies pour renforcer les frontières, d'autres suggéraient des alliances avec des voisins puissants. Mais Amara écoutait à peine, son esprit concentré sur un objectif plus grand. « Que veut-elle » demandai-je à voix basse. L'inconnue sourit légèrement. Elle cherche à restaurer la grandeur absolue d'Elarion, mais pour cela elle est prête à tout sacrifier. Les mois passèrent, et nous suivîmes Amara dans ses décisions audacieuses. Elle lança des campagnes militaires pour annexer des territoires voisins, augmentant ainsi la richesse et l'influence d'Elarion. Elle fit construire des monuments grandioses pour célébrer ses victoires, transformant la cité en un véritable chef-d'œuvre architectural. Mais derrière ces succès se cachaient des tensions croissantes. Les nobles du royaume commençaient à murmurer contre elle, mécontents de ses méthodes autoritaires. Les paysans, écrasés par les impôts nécessaires pour financer ses projets ambitieux, grondaient également. Et puis il y avait les prophètes. Dans une petite chapelle isolée, nous assistâmes à une réunion secrète entre plusieurs membres de l'ordre des prophètes de lumière, un groupe mystique chargé de veiller sur la pierre d'éternité. Leur chef, un vieil homme nommé Arintal, parlait avec gravité. « La reine joue avec des forces qu'elle ne comprend pas, » dit-il. « La pierre d'éternité n'est pas un simple outil. Elle est vivante, et elle exige un prix pour chaque usage. Si nous ne faisons rien, elle consumera non seulement Amara, mais aussi tout le royaume. » Un autre prophète intervint. « Mais comment pouvons-nous l'arrêter ? Elle refuse de nous écouter. Pour elle, nous ne sommes que des charlatans cherchant à entraver sa gloire. » Arintal baissa les yeux, accablé. « Alors, nous devrons agir sans son accord. Nous devons sceller la pierre avant qu'il ne soit trop tard. » Cependant, leurs efforts furent vains. Quand ils tentèrent d'accéder à la chambre sacrée où la pierre était conservée, ils trouvèrent la porte verrouillée. Amara avait anticipé leurs mouvements et posté des gardes pour empêcher toute intrusion. « Elle sait ce qu'elle fait » murmurai-je, impressionné malgré moi par son ingéniosité. « Oui » répondit l'inconnu, « mais elle ignore encore les conséquences ultimes de ses actions. » Nous retournâmes alors dans la salle du trône, où Amara supervisait une nouvelle expérience. Devant elle, des mages manipulaient la pierre d'éternité, canalisant son énergie pour créer des artefacts magiques destinés à renforcer l'armée. L'air vibrait d'une énergie palpable, et certains mages semblaient épuisés, comme si la pierre drainait leur vitalité. Soudain, un cri déchira le silence. Un mage s'effondra, mort, son corps desséché, comme s'il avait été vidé de toute substance. Les autres reculèrent, effrayés. « Continuez !» ordonna Amara, imperturbable. Les mages obéirent, tremblants, mais je sentis une tension monter dans l'air. La pierre d'éternité pulsait maintenant d'une lumière, sombre, presque menaçante. L'inconnu posa une main sur mon épaule. « Observe attentivement. Ce moment marquera le début de la fin. » Et effectivement, quelques instants plus tard, la pièce fut secouée par une violente explosion. Une fissure apparut dans le sol, libérant une fumée noire qui envahit rapidement l'espace. Les gardes paniquèrent, tandis que les mages tentaient désespérément de refermer la brèche. Mais il était trop tard. Des créatures éthérées, mi-humaines, mi-monstrueuses, émergèrent de la fumée. Leurs yeux rouges brillaient de malveillance, et leurs cris stridents résonnèrent dans tout le palais. « Les ombres » murmurai-je, horrifié. L'inconnu hocha la tête. Elles sont venues réclamer ce qui leur revient. Et maintenant, elles ne partiront plus. Nous quittâmes précipitamment la scène, retournant dans les rues de la cité. Là-bas, personne ne semblait encore conscient du danger imminent. Les habitants continuaient à vaquer à leurs occupations, inconscients de la tempête qui se préparait. « Que va-t-il se passer ensuite ?» demandai-je, anxieux. L'inconnu me regarda, son expression indéchiffrable. « Tu le découvriras bientôt. Mais sache ceci, la chute d'Elarion ne sera pas uniquement due aux erreurs d'Amara. Elle sera aussi le résultat de choix faits bien avant sa naissance. » Et sur ces mots,
Il m'entraîna à nouveau dans une autre vision où les secrets du passé allaient enfin être révélés. Chapitre 3. Les secrets de la pierre d'éternité. L'inconnu me guida à travers une nouvelle vision, et cette fois, nous nous retrouvâmes dans une époque bien antérieure à celle de la reine Amara. Le paysage qui s'étendait devant nous était différent, plus sauvage, moins façonné par les mains des hommes. La cité d'Elarion n'existait pas encore. À sa place, il y avait une vaste plaine bordée de montagnes escarpées. Des tentes rudimentaires parsemaient le sol, entourées de feux de camp crépitants. « C'est ici que tout a commencé », murmura l'inconnu, bien avant la fondation du royaume, lorsque les Aratéens étaient encore un peuple nomade. Je regardais autour de moi fasciné. Les Aratéens, ces ancêtres légendaires dont m'avait parlé l'inconnu, semblaient très différents des habitants sophistiqués d'Elarion. Leurs vêtements étaient simples, faits de cuir et de fourrure, et leurs outils rudimentaires témoignaient d'une vie proche de la nature. Pourtant, ils possédaient déjà une certaine aura de mystère. Au centre du campement se tenait une grande tente ornée de symboles complexes. Un groupe d'hommes et de femmes en robes sombres discutaient à voix basse devant l'entrée. L'un d'eux, un homme au visage buriné par les années, portait un bâton surmonté d'un cristal brillant. « Qui sont-ils » demandai-je à bas. L'inconnu. « Ce sont les premiers gardiens de la pierre d'éternité, » répondit-il. Ils ont découvert cet artefact il y a des siècles, lorsqu'ils fuyaient une invasion venue des terres du Nord. La pierre était enfouie dans une grotte sacrée, protégée par des esprits anciens. Nous pénétrâmes dans la tente, où une discussion animée était en cours. Le chef des gardiens, un homme appelé Talor, tenait la pierre d'éternité entre ses mains. Elle brillait doucement, projetant des reflets dorés sur les murs de la tente. « Cette pierre est un don des dieux », déclara Talor avec conviction. « Elle nous donnera la force de reconstruire notre peuple et de repousser nos ennemis. Mais elle doit être utilisée avec sagesse. » Un autre gardien, une femme nommée Lyra, fronça les sourcils. « Nous ne savons rien d'elle. Comment pouvons-nous être sûrs qu'elle ne cache pas un danger ?» Talor secoua la tête. « Nous n'avons pas le choix. Sans elle, nous sommes condamnés. » La scène changea alors, et nous assistâmes aux premières expériences des Aratéens avec la pierre. Ils découvrirent rapidement qu'elle pouvait canaliser une énergie inimaginable, capable de guérir les blessures, de fertiliser les terres, ou même de créer des armes puissantes. Mais chaque utilisation semblait avoir un coût. Certains, gardiens qui manipulaient la pierre trop longtemps tombaient malades, leur corps affaibli par une force invisible. D'autres disparaissaient sans laisser de traces, comme aspirés par une force obscure. « Que leur arrive-t-il » demandai-je. Troublé, l'inconnu soupira. La pierre d'éternité n'est pas seulement une source d'énergie, elle est aussi un lien vers le royaume des ombres. Chaque usage crée une brèche, permettant aux entités de ce monde parallèle de s'infiltrer dans le nôtre. Les visions continuèrent, montrant comment les Aratéens avaient progressivement appris à maîtriser la pierre, mais aussi comment leur peuple avait changé en conséquence. Avec le temps, ils cessèrent d'être des nomades pour fonder des villages permanents, puis des villes. La pierre devint le cœur de leur civilisation, un symbole de leur pouvoir et de leur unité. Mais la méfiance envers la pierre persista. Certains prêtres, inquiets de son influence grandissante, formèrent un ordre secret pour surveiller son usage. Ils devinrent les ancêtres des prophètes de lumière, ceux-là même qui avaient essayé d'avertir la reine Amara des dangers qu'elle courait. « Pourquoi personne n'a arrêté les Aratéens quand il était encore temps ?» demandai-je. L'inconnu eut un sourire amer. « Parce que le pouvoir corrompt. Les Aratéens avaient goûté à la gloire, et ils ne voulaient plus renoncer à ce qu'ils avaient construit. Même ceux qui craignaient la pierre finirent par se taire, convaincus qu'ils pouvaient la contrôler. Nous retournâmes ensuite dans le présent, où les conséquences de ces décisions anciennes commençaient à se manifester. Dans la cité d'Elarion, les habitants ignoraient encore l'ampleur du danger qui les menaçait, mais les prophètes, eux, savaient que le temps pressait. Dans une salle secrète sous le palais, Arintal et ses compagnons élaboraient un plan désespéré. Devant eux, un parchemin couvert de runes complexes détaillait un rituel ancien. Si nous scellons la pierre maintenant, nous pourrons peut-être contenir les ombres
expliqua Arental. Mais cela exigera un sacrifice. Un silence pesant s'installa. Tous comprirent ce que cela signifiait. Quelqu'un devrait rester derrière pour maintenir le sceau, condamné à une existence solitaire et éternelle. « Je le ferai », déclara un jeune prophète nommé Kael. « Je suis prêt à payer ce prix pour sauver le royaume. » Arental hocha lentement la tête, les yeux remplis de tristesse. « Alors préparons-nous. Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Pendant ce temps, la reine Amara poursuivait ses expériences avec la pierre, inconsciente des efforts des prophètes pour limiter les dégâts. Les créatures des ombres continuaient d'émerger, attaquant les habitants isolés et semant la panique dans les villages frontaliers. Un soir, alors que la lune était haute dans le ciel, nous assistâmes à une confrontation dramatique. Une patrouille de soldats escortant un convoi de ravitaillement fut prise en embuscade par une horde de créatures. Malgré leur courage, les soldats furent rapidement submergés. L'inconnu me guida alors vers un personnage inattendu. Une jeune, femme du nom de Sélène, une guérisseuse qui accompagnait le convoi. Elle se battait avec une arme improvisée, défendant les blessés avec une détermination farouche. « Qui est-elle » demandai-je. « Une survivante » répondit l'inconnu. « Elle ne le sait pas encore, mais son destin est lié à celui de la pierre d'éternité. » La scène changea à nouveau, et nous suivîmes Sélène alors qu'elle rejoignait un groupe de réfugiés fuyant les zones envahies par les ombres. Parmi eux se trouvait un vieux mage aveugle qui semblait connaître des secrets cruciaux sur la pierre. « Tout est connecté », murmura le mage à Sélène un soir, alors qu'il se reposait près d'un feu de camp. « La pierre, les ombres. Et toi? Tu es né sous un signe particulier, enfant. Un signe qui pourrait tout changer. » Sélène le regarda perplexe. « Que voulez-vous dire ?» Le mage sourit faiblement. « Bientôt, tu comprendras. Mais sache ceci, tu es la clé. » Et sur ces mots mystérieux, la vision s'effaça, nous ramenant dans le présent. L'inconnu me regarda, son expression indéchiffrable. « Comprends-tu maintenant pourquoi cette histoire est si importante? Chaque choix, chaque action a des répercussions qui traversent les âges. Et toi, tu es peut-être plus impliqué que tu ne le crois. » Je sentis un frisson me parcourir. « Que voulez-vous dire ?» L'inconnu sourit légèrement. « Patience, tout sera révélé en temps voulu. » Chapitre 4. La révélation de Sélène. La jeune guérisseuse, Sélène, marchait d'un pas décidé à travers les rues animées d'Elarion. Ses vêtements simples et son visage fatigué contrastaient avec l'opulence des citadins qui l'entouraient. Elle portait un sac rempli de plantes médicinales, mais son esprit était ailleurs, hanté par les visions étranges qui la poursuivaient depuis sa rencontre avec le vieux mage aveugle. « Tu es la clé », avait-il dit. Mais que signifiaient ces mots? Étaient-elles destinées à sauver Elarion ou à précipiter sa chute? L'inconnu me montra alors une scène cruciale. Dans une petite maison isolée, Sélène soignait un soldat blessé lors d'une attaque des créatures des ombres. L'homme délirait, murmurant des phrases incohérentes. « Les ténèbres, elles viennent du palais. » Sélène fronça les sourcils. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle doucement. Le soldat saisit son poignet avec une force surprenante. La reine, elle ne voit pas ce qu'elle fait. La pierre, elle appelle les ombres. Avant qu'il puisse en dire davantage, il sombra dans l'inconscience. Sélène resta immobile un long moment, ses pensées tourbillonnant. Ses paroles confirmaient ce qu'elle soupçonnait déjà. La pierre d'éternité n'était pas un simple artefact magique. Elle était au cœur du mal qui menaçait le royaume. L'inconnu m'expliqua alors: Sélène est unique. Elle possède une connexion instinctive avec la pierre, bien qu'elle ne le sache pas encore. Cette connexion est le fruit d'un ancien rituel pratiqué par les Aratéens qui cherchaient à protéger leur peuple en liant certains individus à la pierre. Je hochai la tête, fasciné. Alors, elle pourrait être la seule capable de l'arrêter? Il acquiesça lentement. Peut-être, mais cela exigera des sacrifices et des choix difficiles. Nous suivîmes ensuite Sélène alors qu'elle se rendait au temple des prophètes de lumière. Là-bas, elle espérait trouver des réponses. Dans une grande salle ornée de fresques représentant des scènes mythologiques, elle rencontra Arental,
le chef des prophètes. « Je sais ce que vous faites, déclara-t-elle sans préambule. Vous essayez de sceller la pierre, mais pourquoi personne ne nous dit la vérité? Pourquoi cachez-vous ce danger aux habitants ?» Arinthal soupira, visiblement accablé. « Parce que la vérité provoquerait la panique. Et parce que même nous ne comprenons pas tout. La pierre est vivante et elle manipule ceux qui tentent de l'utiliser. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Mais toi, tu es différente. J'ai senti ta présence lorsque tu es entrée ici. Tu as un lien avec la pierre. » Sélène recula, effrayée. Qu'est-ce que cela signifie? Arinthal posa une main rassurante sur son épaule. Cela signifie que tu es peut-être notre dernière chance. Mais pour réussir, tu devras affronter des forces que tu ne peux pas imaginer. Nous assistâmes ensuite à une cérémonie secrète organisée par les prophètes. Ils révélèrent à Sélène une légende ancienne selon laquelle une élue naîtrait un jour, capable de rétablir l'équilibre entre la lumière et les ombres. Selon eux, cette élue était Sélène. Si je suis vraiment celle que vous dites, comment puis-je arrêter la pierre? Demanda-t-elle incrédule. Un autre prophète, une femme nommée Miral, prit la parole. Il existe un rituel oublié, appelé le rituel du crépuscule. Il permet de briser le lien entre la pierre et les ombres. Mais pour cela, tu devras te rendre dans la chambre sacrée au cœur du palais, et tu devras y pénétrer seule. Sélène hésita, mais quelque chose dans son regard montrait qu'elle avait déjà pris sa décision. Chapitre 5. La trahison au palais. De retour dans la salle du trône, la reine Amara discutait avec ses conseillers, ignorant les signes croissants de chaos qui entouraient son royaume. Les créatures des ombres devenaient de plus en plus audacieuses, attaquant même les quartiers riches de la cité. Pourtant, Amara restait convaincue que la solution résidait dans une utilisation encore plus poussée de la pierre d'éternité. « Nous devons créer une armée invincible », déclara-t-elle. « Une armée alimentée par la puissance de la pierre. » Les mages présents dans la pièce échangèrent des regards nerveux. Certains avaient déjà vu leurs camarades tomber sous le poids de cette magie corrompue. Mais personne n'osa contredire la reine. L'inconnu me montra alors une scène qui changea tout. Un espion des prophètes, infiltré parmi les gardes du palais, rapporta à Arinthal une information cruciale. Amara préparait un rituel massif pour canaliser toute l'énergie de la pierre dans une arme unique. Ce rituel, s'il réussissait, libérerait définitivement les ombres sur le monde. « Nous n'avons plus de temps », déclara Arinthal à ses compagnons. « Sélène doit agir maintenant. » Mais lorsque les prophètes tentèrent de contacter Sélène, ils découvrirent qu'elle avait disparu. Elle s'était aventurée seule dans le palais, guidée par une intuition qu'elle ne comprenait pas elle-même. Dans les couloirs sombres du palais, nous suivîmes Sélène alors qu'elle évitait les gardes et progressait vers la chambre sacrée. À chaque pas, elle sentait la présence de la pierre comme si celle-ci l'appelait. Mais elle ressentait aussi une autre présence, plus sinistre. Les ombres semblaient se mouvoir autour d'elle, murmurant des promesses de pouvoir et de vengeance. Finalement, elle atteignit la porte de la chambre sacrée. Avant qu'elle puisse l'ouvrir, une voix familière résonna derrière elle. « Que fais-tu ici » C'était Kaël, le prophète qui avait accepté de sacrifier sa vie pour maintenir le sceau. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lueur farouche. « Je dois arrêter la pierre », répondit Sélène. « C'est ma destinée. » Kaël secoua la tête. « Non, tu ne comprends pas. Le rituel du crépuscule exige un sacrifice. Si tu entres là-dedans, tu ne reviendras pas. » Sélène soutint son regard. « Alors aide-moi. Ensemble, nous pouvons trouver une autre solution. » Mais Kaël semblait hésiter. « Il y a autre chose, » murmura-t-il. Avant qu'il puisse terminer sa phrase, des gardes surgirent, alertés par leur présence. Kaël repoussa Sélène dans la chambre sacrée et referma la porte derrière lui, se sacrifiant pour lui donner une chance. À l'intérieur, Sélène découvrit la pierre d'éternité, suspendue au centre d'un autel flottant. Sa lumière pulsait doucement, comme un cœur battant. Mais elle sentit également une présence oppressante, comme si les ombres elles-mêmes l'encerclaient. L'inconnu me regarda alors. « Tout va converger ici. Le destin d'Elarion sera scellé dans cette pièce. » Chapitre 6.
Le rituel du crépuscule. La chambre sacrée était un sanctuaire à la fois magnifique et terrifiant. Les murs étaient couverts de runes lumineuses qui pulsaient en rythme avec la pierre d'éternité, comme si elle respirait. Au centre de la pièce, l'artefact flottait dans les airs, entouré d'un halo doré parsemé de filaments noirs qui s'étiraient vers le plafond comme des racines inversées. L'air était chargé d'une énergie électrique, presque palpable, et chaque pas que faisait Selene résonnait comme un grondement sourd. Elle avança lentement, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Kael avait sacrifié sa vie pour lui donner cette chance, mais elle ignorait encore comment procéder. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle à voix haute, espérant une réponse. Comme si elle avait invoqué une présence invisible, une voix grave et douce résonna dans la pièce. Ce n'était ni celle de l'inconnu, ni celle de Kael. C'était une voix ancienne, emplie de sagesse et de menaces. « Tu es venu pour briser le lien, » dit la voix. « Mais es-tu prête à payer le prix ?» Selene se figea, cherchant la source de ses paroles. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je suis la mémoire de la pierre » répondit la voix. « Et je suis aussi ce qu'elle contient, un fragment du royaume des ombres. » Les filaments noirs autour de la pierre se tordirent, prenant brièvement la forme de visages déformés qui hurlèrent silencieusement avant de se dissoudre. Selene sentit une vague de froid glacial l'envelopper, comme si les ombres essayaient de la happer. « Si tu veux sauver ton peuple, tu dois accomplir le rituel du crépuscule. » poursuivit la voix. « Mais sache ceci, il exige un sacrifice absolu. Ton âme sera consumée pour refermer la brèche entre les mondes. » Selene ferma les yeux, inspirant profondément. Elle pensa aux habitants d'Elarion, aux familles, terrorisées par les créatures des ombres, aux amis perdus et aux sacrifices déjà faits. Elle pensa aussi à Kael, qui avait donné sa vie pour qu'elle puisse atteindre cet instant. « Je suis prête », déclara-t-elle fermement. Un éclat de lumière jaillit alors de la pierre, projetant des instructions sur les murs sous forme de runes mouvantes. Selene comprit instinctivement ce qu'elle devait faire. Elle plaça ses mains sur l'autel, où reposait la pierre, sentant immédiatement une chaleur intense parcourir son corps. Des images défilèrent devant ses yeux, des scènes de batailles anciennes, des visages de ceux qui avaient manipulé la pierre avant elle, et enfin, une vision d'elle-même, disparaissant dans une lumière aveuglante. L'inconnu, qui observait la scène depuis l'extérieur de la chambre, me chuchota. Ce rituel est plus qu'un simple acte magique. C'est un renoncement total à soi-même. La pierre absorbera son essence pour reconstruire l'équilibre perdu. Tandis que Selene chantait les incantations nécessaires, les filaments noirs commencèrent à se retirer de la pierre, comme aspirés par une force invisible. Mais cela ne se faisait pas sans résistance. Les ombres luttaient pour rester attachées au monde matériel et leurs hurlements résonnèrent dans toute la cité. Dans le palais, Amara sentit soudain une onde de choc traverser les murs. Elle se précipita vers la chambre sacrée, accompagnée de ses gardes, mais la porte refusa de s'ouvrir. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, frappant contre le métal épais. De l'autre côté, Selene continuait le rituel, son corps tremblant sous l'effort. Sa peau pâlissait à vue d'œil, et ses forces diminuaient rapidement. Mais elle ne pouvait pas abandonner. « Maintenant !» Finalement, un dernier mot sortit de ses lèvres, et une explosion de lumière pure envahit la pièce. Les filaments noirs se dissipèrent complètement, et la pierre d'éternité retomba sur l'autel, inerte. Mais Selene n'était plus là. Chapitre 7. L'héritage d'Elarion. Quand la lumière aveuglante se dissipa, le silence régna dans la chambre sacrée. La pierre d'éternité, autrefois vibrante d'énergie, semblait désormais muette, comme un simple morceau de pierre, ordinaire. À l'extérieur, les créatures des ombres s'étaient volatilisées, laissant derrière elles des rues désertes et des citoyens hébétés. Amara força finalement l'entrée de la chambre, ses gardes sur ses talons. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix, la pierre inerte, l'autel vide, et aucune trace de Selene. « Où est-elle passée ?» demanda-t-elle, sa voix emplie de colère et de confusion. L'inconnu me montra alors une dernière vision,
Dans les montagnes environnantes, un groupe de survivants avait commencé à reconstruire leur vie. Parmi eux se trouvait une jeune femme dont le visage rappelait étrangement celui de Célène, bien qu'elle soit plus jeune et ne semble pas se souvenir de son passé. Est-ce, commençai-je, incertain? L'inconnu hocha doucement la tête. En un sens, oui. Une partie de Célène a survécu, mais sous une nouvelle forme. Son sacrifice a permis de refermer la brèche, mais son essence vit toujours, dispersée dans le monde. Nous revînmes ensuite dans le présent, où l'inconnu et moi étions toujours sur ce chemin désert. Il me regarda avec une expression indéchiffrable. « Maintenant, tu sais pourquoi je garde ces souvenirs ?» dit-il. « Parce que l'histoire d'Hélarion n'est pas terminée. Un jour, peut-être, quelqu'un d'autre viendra, attiré par la légende de la pierre d'éternité. Et quand ce jour arrivera, ces souvenirs devront être transmis. » Je fronçai les sourcils. « Mais qui êtes-vous vraiment ?» Il sourit légèrement, et pendant un bref instant, je crus voir une lueur dorée dans ses yeux. Disons simplement que j'ai été un témoin, et parfois, un participant. Avant que je puisse poser une autre question, il tendit la main vers moi. Tout devint flou, et je me retrouvai seul sur le chemin, la nuit froide m'enveloppant à nouveau. Mais une chose était certaine. L'histoire d'Hélarion, bien que terminée pour l'instant, vivrait éternellement dans les mémoires de ceux qui choisiraient de l'entendre. Chers auditeurs, merci d'avoir partagé ce voyage, captivant avec moi. Cette histoire d'un royaume oublié, de sacrifices et de mystères est un rappel que nos choix façonnent non seulement notre destin, mais aussi celui des générations futures. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoires immersives. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits et surtout, dormez bien, car chaque rêve pourrait être le début d'une nouvelle légende. Bonne nuit et à bientôt.